Cher Éric Marty, nous vous remercions énormément d'avoir accepté cet entretien pour Lacan Web Télévision. Vous êtes écrivain, professeur de littérature française contemporaine à l'Université de Paris, éditeur des œuvres complètes de Roland Barthes, j'ajouterai aussi poète. Vous êtes l'auteur de nombreux ouvrages, romans, essais, nouvelles, recueils de poésie, et nous vous accueillons plus spécialement aujourd'hui pour Le sexe des modernes, pensée du neutre et théorie du genre, paru chez Fiction et Compagnie au Seuil. Vous avez accordé à Jacques-Alain Miller un long entretien passionnant, paru dans Lacan Quotidien numéro 927. Nous mettrons le lien sur Lacan Web Télévision. Cet ouvrage nous a semblé, à Éric Zuliani et moi-même, un véritable travail. Vous avez travaillé les Gender Studies de Butler. C'est un travail phénoménal. Alors, le but pour nous n'est pas de refaire l'entretien que vous avez fait avec Jacques-Alain Miller, c'est dans Lacan Quotidien qu'on ira le chercher, mais d'extraire un point dont nous souhaitons faire résonner ici l'enjeu. C'est le genre et le corps. Parce qu'il nous semble qu'il y a un paradoxe, peut-être que c'en est pas un d'ailleurs, mais qui ferait que dans la version de Butler, du genre, il y ait une disparition du corps sexué biologiquement, du côté de la nature. Alors que dans le mouvement trans, on a l'idée qu'il y a une hyper-présence du corps, dans les transformations, par exemple, chirurgicales, hormonales, du corps. Donc, peut-être vous pourrez déjà réagir à cette question. Mais je vous pose tout de suite une autre pour lancer la discussion. Il me semble que quelque chose du corps se soustrait déjà chez Foucault. Vous dites, je vous cite, et si Foucault adopte si précocement le mot « gay », c'est précisément parce que dans sa morphologie, il se soustrait à tout déterminant sexuel. Il ne faut pas être homosexuel, mais s'acharner à être gay, dit Foucault. Or, c'est le déplacement, je vous cite toujours, permis par la notion de société monosexuelle, qui est en mesure de dissocier le monde gay du dispositif de sexualité. Alors, peut-être vous pouvez déjà dire un mot de la question du monosexuel chez Foucault, du terme de monosexuel chez Foucault, et puis la question c'est peut-on généraliser cette dissociation aujourd'hui ? Alors, je crois de façon, de manière générale, que la question du corps est problématique pour tout le monde, pour toute forme finalement de pensée, et que la question du corps est un point à la fois énigmatique et presque impossible à traiter dans le champ de, je dirais, des personnes qui se placent dans l'espace de la pensée, comme s'il y avait une forme de résistance presque spontanée à intégrer la question du corps de manière réelle dans le discours de la pensée. C'est pourquoi d'ailleurs, dans mon livre, j'accorde beaucoup d'importance à des espaces qui ne sont pas des espaces de pensée, qui sont des espaces de représentation plastique, comme le cinéma, comme la peinture, comme la photographie. Et c'est pour ça que j'ai mis en couverture de mon livre, précisément, l'extraordinaire photographie d'Andy Warhol, qui a pour titre « Self-Portrait in Drag », où le corps d'ailleurs n'est pas pour autant présent, mais en tout cas où il y a une plastique qui est incarnée, mais au-delà de cette photographie que j'ai tenu à avoir parce qu'elle aussi, pour moi, elle est très démonstrative de mon projet, de mon propos, et qu'elle interpellait directement le lecteur sur ce que signifiait précisément l'identité sexuelle. Dans le livre, notamment dans la grande partie, à partir du travesti, j'explore la question du corps, mais à partir justement de l'intrusion des images du corps dans les textes, je dirais, de savoir. Alors ça va donc de la photographie du travesti japonais dans l'Empire des signes jusqu'au tableau dont Lacan parle d'Eros et Psyché, donc que j'analyse, en passant par toutes sortes d'objets visuels, beaucoup autour de Deleuze, autour de la question de la photographie comme je dirais, support même du fantasme masochiste,
et encore avec ce moment justement où peut-être quelque chose là se passe d'assez, pas exceptionnel, mais en tout cas d'unique chez Butler, où la question du corps va se poser dans son analyse du film Paris is Burning de Jenny Livingston, qui est un film tout à fait extraordinaire, qui est un documentaire sur les travestis afro-américains ou latinos de New York autour de leur maison, leur house de bal travesti, qui est l'analyse, et où précisément, alors qu'en effet, comme vous le dites, oui, il me semble qu'en effet la question du corps est très très peu présente, ou en tout cas pensée dans le texte butlerien. Là, elle s'y intéresse dans un rapport précisément que j'appelle hallucinatoire, où l'image, précisément l'image du travesti provoque une éruption du corps, mais d'un corps particulier qui dérange justement la perception habituelle, qui déjoue presque le regard, et où elle voit des choses qu'elle est peut-être seule à voir, en tout cas qui à mon sens prennent une forme d'halluciné. C'est cette scène donc où il lui apparaît que quelque chose du phallus lesbien vient surgir et autorise de manière là franchement réellement hallucinatoire une métamorphose du travesti en femme ou quelque chose. Bon. Tous ces exemples que je viens de vous donner, que ce soit partant du travesti japonais, un barthésien, en passant par Lacan, en passant par Deleuze, jusqu'à donc Butler, sont intéressants parce qu'il n'y a qu'à partir de l'image qu'en effet la pensée, me semble-t-il, peut affronter la question du corps au-delà, dans une réflexion, je dirais, qui serait hors perception, hors je dirais, du regard. Le corps semble presque impensable. Il faut ce dérangement de l'image, en quelque sorte, et là, évidemment, tout mon propos est en grande partie soutenu par Lacan et par la question, entre aussi sur justement du phallus dans la représentation en tant qu'il est ce qui bouleverse les coordonnées visuelles de l'espace naturel. Je m'appuie donc beaucoup sur Lacan pour essayer de manière... J'essaie d'être pédagogique et clair pour voir comment, en effet, Lacan accorde tellement d'importance à cette question de l'image, alors au travers aussi de la question du baroque. Enfin, il y a tout un tas d'éléments que j'indique. Mais pour donc, excusez-moi de cette longue introduction, non. Mais elle me semble importante parce qu'elle répond, je pense, mieux qu'une autre à votre question, en plaçant directement le corps donc sous la régence, en quelque sorte, de l'image, image mobile ou image fixe, mais dans tous les cas, image troublante, image troublée, et y compris d'ailleurs dans des formes justement peut-être parfois apparemment innocentes ou apparemment, comme je cite ce cas au début de cette partie du film de Chaplin, A Woman, où Chaplin lui-même s'incarne en travesti et est réellement une incarnation absolument troublante et forte. Et en voyant ça, je pensais à ce que Barthes, précisément, voyait déjà dans Chaplin ce que peu de gens voient, quelque chose comme dans Limelight, une chose comme une féminité, comme une jubilité tout à fait fascinante, mais aussi peut-être ce que Lacan a vu dans Monsieur Verdoux, dans le film de Chaplin, où il voit chez Chaplin quelque chose qui est de l'ordre du pervers, ce qui évidemment rompt complètement avec les images traditionnelles. Donc tout cela pour dire que, y compris dans des images qu'on pourrait dire profanes ou en tout cas mainstream, enfin qui sont complètement adoptées par le public, il y a quelque chose où le corps, en effet, alors le corps sexué bien sûr, ou le corps troublé dans sa sexuation en tout cas, en effet peut en quelque sorte nous émerger dans notre pensée, mais sous la forme d'un discours assez particulier, je pense, qui doit intégrer ce trouble, je dirais, de la géométrie visuelle, qui est particulièrement... dont le travesti, en quelque sorte, me semble-t-il,
est une figure fondamentale. Alors justement, vous vous consacrez une partie tout à fait passionnante, très longue, au beau milieu du livre, à ce que vous appelez le sexe travesti. Et donc j'aimerais encore vous interroger sur cette partie, parce que moi je l'ai lu dans le sens où cette partie consonne et au fond vous donnez quelques indices avec ce que la manière dont Lacan qualifie le sexe dès les années 50, c'est-à-dire il évoque la question de la comédie des sexes. Voilà comment il qualifie. Et au fond, j'aimerais avoir votre avis sur aujourd'hui cette question du genre, voire de la transidentité, ne semble plus relever de ce registre de la comédie, du travestissement, de l'usage des semblants, ou plus particulièrement, comme vous le dites, de passer par la pensée et l'image pour avoir quelque chose en effet du corps. Ça, j'ai trouvé votre articulation très précieuse. On passe plutôt par l'hormone ou la chirurgie. Comment vous comprenez ce changement? Comment vous comprenez que quelque chose c'est peut-être clos avec cette période disons du corps travesti, du sexe travesti plutôt, et qu'au fond les choses ne se passent plus dans ce registre-là pour une bonne part. Alors tout à fait. Alors, peut-être avant de répondre complètement à votre question, j'aurais effectivement situé un peu ma réflexion, où Lacan en effet joue un rôle important, notamment évidemment au travers de la catégorie de la mascarade, qui est tout à fait passionnante parce qu'elle associe justement la femme et le travesti, qui du coup forment un couple, à mon avis, essentiel pour comprendre, peut-être pas l'un et l'autre, mais en tout cas la configuration qu'ils créent par leur rencontre, qu'ils rencontrent, que Lacan précisément signale et dans laquelle il voit quelque chose de tout à fait fondamental. Et je suis frappé d'ailleurs, petite digression, par une importance que Lacan accorde au travesti, qui est une importance qui je crois n'est pas tellement relevée. Là récemment, je relis, je ne sais plus dans quel séminaire, je lisais... Ou pire en tout cas, il fait référence au travesti. Absolument, mais aussi avant ou pire, dans des séminaires, je crois, de 65-66, où il dit au fond que le réel du sexe, on le rencontre par le travesti. Voilà. Et ça, c'est tout à fait... très original comme voix. Précisément, parce que c'est... Du coup, ça c'est très original et ça nous mène loin dans ce qu'on vient de rapporter, où la question, justement... alors, la question de la femme se pose, on y reviendra peut-être parce que, justement, inversement, dans le phénomène trans, la femme est du coup exclue par le processus que vous indiquez, en effet, d'une disparition de la question de la comédie, qui est absolument rejetée, et qui même apparaît comme une sorte d'offense à l'idée d'un vrai sexe. Voilà, donc l'idée de comédie est tout à fait rejetée. Ne parlons pas de l'idée de mascarade, l'idée de semblant, tout cela. Et tout cela est très important dans l'espèce de rejet très violent. Alors, vous m'interrogez sur comment interpréter. Alors, je dirais d'abord peut-être que moi, il me semble que dans la perception des phénomènes sociaux dont nous sommes contemporains, on a toujours tendance. Alors, je pense qu'on est mauvais lecteurs de ce qui nous arrive et de ce dont on est témoin. Et du coup, peut-être il faut être aussi sensible, peut-être à l'inverse de ce qui nous frappe comme cela. Et donc, quel serait l'inverse? Ça serait les résistances à ce phénomène-là, des résistances qui sont compliquées, mais qui sont intéressantes à identifier, à regarder, et notamment du travesti. J'ai été frappé du fait que, par exemple, alors malheureusement j'oublie son nom, ce chanteur travesti qui a gagné l'Eurovision. Ah oui, Bilal. Non, c'est un Allemand dont je parle, travesti et qui, par exemple, dans ses différentes interviews
je regrette d'oublier son nom, parce qu'il a un nom très beau en plus, mais enfin bon, qui a eu un grand succès, qui a eu le prix de l'Eurovision, il est autrichien. Hein. Eh bien, il s'identifie comme travesti et tient à ne pas être identifié comme trans. Et alors qu'il y a en effet toute une sorte de phénomène par où le phénomène travesti est souvent absorbé par le mot trans, qui lui-même, comme signifiant d'ailleurs, est susceptible d'absorber beaucoup de choses, puisqu'il est une sorte de préfixe sans suffixe, sans terme qui le modifie. Et en effet, trans pourrait être, après tout, la première syllabe de transvesti, qui est le transvestissement, qui pourrait être une appellation du travesti. Donc, moi, je pense qu'il faut, voilà, alors c'est un exemple très très modeste hein, que je donne là autour d'un personnage, mais il me semble qu'il y a dans tous les phénomènes, je dirais, de globalisation, des éléments qui viennent... phénomènes de résistance. Voilà, des phénomènes de résistance qui sont intéressants, mais ce que vous pointez me semble en effet très pertinent, à savoir cette manière de déloger ou de déjouer les idées de comédie, de semblant. Et au fond, me semble-t-il, il y a là-dedans quelque chose qu'on pourrait appeler un refus de l'interprétation ou un refus du regard. Comme une forme de... ce qui serait l'infrastructure, au fond, de l'idée que le trans ne peut en aucun cas jouer, mais qu'il est réellement ce qu'il montre, qu'il est bon. Et un refus du regard, un refus de l'interprétation, un refus de tout ce qui pourrait introduire un décalage entre... une équivoque. L'équivoque, voilà, ouais. L'équivoque. Et une sorte d'un interstice entre on retrouve là, au fond, peut-être de très vieux processus de pensée. Très vieux, j'exagère, mais en tout cas dans des pensées qui sont antérieures. Et par exemple, dans le pragmatisme américain ou l'anglo-saxon peut être tout à fait le support. Au fond, l'idée que nous, de la comédie, l'idée de l'interstice, l'idée du décalage, l'idée du semblant, est peut-être une vieille idée européenne, peut-être une idée d'esthète, au fond, que nous sommes. Hein. Et dans ce refus, donc, dans ce refus de là, il y a aussi peut-être quelque chose de très simple, qui serait un phénomène culturel, de quelque chose où ce qui constitue en effet la substance même de la culture européenne est rejetée évidemment de manière très très et dans un phénomène de socialisation du rejet, puisque le phénomène trans se donne comme une sorte de fait social brut, oui. Et là aussi d'ailleurs du fait qu'il se donne comme fait social refuse évidemment l'interprétation. Donc voilà comment j'interprète, mais de manière évidemment très prudente et très intimidée, le phénomène. En tout cas, parce que juste, j'ajoute une chose, oui. Parce que l'autre point par lequel je pense qu'on est souvent en tout cas dans l'erreur par rapport à des phénomènes sociaux globaux, c'est aussi le décalage qu'il y a entre les images, je dirais, médiatiques ou pas médiatiques d'ailleurs, mais en tout cas de discours, et puis peut-être des réalités individuelles. Moi, il se trouve qu'en tant qu'universitaire, j'ai des étudiants trans. Et y compris leur aspect, leur discours, leur façon d'être, correspond très peu, au fond, à ce que le trans mobilise comme image mondialisée, comme phénomène de groupe, comme subjectivité de groupe, pourrait-on dire, et qu'au contraire, je vois en eux quelque chose alors d'assez, enfin, de beaucoup plus fin, de moins spectaculaire, de moins affirmatif, de moins radical, et je vois en fait des processus subjectifs, précisément, très individuels, très personnels, que le signifiant trans n'est pas en mesure de représenter. Tout à fait.
Donc, je pense du coup, donc il n'y a pas seulement des résistances des travestis ou des homosexuels ou de tout par rapport à ce dont on vient de parler, par rapport à l'idée du refus de la comédie, mais il y a dans l'espace trans quelque chose aussi de factice qui tient à ce caractère très univoque que le signifiant trans transporte et qui n'est pas du tout en mesure, disons, de supporter... Ce que vous nous dites, c'est que le discours militant trans et le discours qui s'y oppose ne dit rien, par contre, de la singularité de celui qui se range ou qui tente de se ranger sous ce signifiant. C'est absolument ça qui est fondamental. Que nous rencontrons dans les trans en analyse, au fond. Exactement. Ou qu'on rencontre sans même l'analyse, qu'on rencontre dans la vraie vie. Tout à fait. Enfin, dans les rapports humains, par exemple, d'enseignement. Et ce qui crée bon nombre de malentendus sur les réseaux sociaux. Vous disiez tout à l'heure, j'interviens avec une grande prudence et une modestie, parce que tout simplement aussi, aujourd'hui, la lecture que l'on fait des discours que nous essayons de tenir, on a l'idée que nous parlons d'un plus un, alors qu'en fait, nous parlons du discours militant tel qu'il se présente aujourd'hui. Concernant cette question du regard, du semblant, du être regardé, il me semble qu'il y a le film Petite Fille, qui est documentaire Petite Fille, qui est sorti il y a à peu près 1 an et demi, qui est pour moi tout à fait typique, était pour moi assez caractéristique de cela, par le fait qu'il n'a pas été vu, justement. Enfin, il me semble, en tout cas dans les commentaires que j'ai pu lire, qui lui étaient favorables, que justement le regard n'intervenait pas, mais seulement ce que disait la mère. C'est-à-dire que le film est assez étonnant parce que si on le regardait avec le regard qui est toujours le mien d'ailleurs, mais qui est le regard des années 70-80, tout de suite on détectait dans les regards de la mère, dans ses baisers, dans son intrusion physique sur son fils-fille, quelque chose de quasi incestueux, quelque chose en tout cas qui avait une dimension presque obscène, par la suraffectivité, par le surinvestissement, que les regards de la mère, que ses sourires, que cette espèce de présence de la chair maternelle par rapport à l'enfant manifestaient. Et en réalité, ce qui a été entendu simplement, c'est voilà, je suis une petite fille dans un corps de garçon. Excusez-moi. En plus, ce que dit Sacha à ce moment-là, alors pour la mère, je sais, vous l'interprétez comme ça, bien sûr, je l'entends, mais ce qui me semble important, c'est que Sacha dit quand je serai grand. Oui. En plus, il ne dit pas quand je serai grande, mais quand je serai grand, je serai une petite fille. Et donc, c'est pas je suis une petite fille. Mais bon, en tout cas, ce qui est retenu, c'est l'énoncé canonique, tout à fait, qui est un stéréotype du discours trans, c'est-à-dire qui reprend. Enfin, il est évident que cet énoncé n'est pas un énoncé personnel, mais que c'est un énoncé qui répète au fond un énoncé qu'on retrouve partout, et qui est d'ailleurs assez étonnant par sa naïveté, avec l'idée qu'il y aurait précisément du coup une essence du féminin qui serait en quelque sorte masquée par l'enveloppe corporelle, mais du coup qu'il y a en effet une idée au sens quasiment platonicien, avec un grand I, une idée qui s'incarnerait, mal ou bien, lorsqu'on tombe un peu dans le mythe d'Aristophane, on aurait on aurait donc une idée du féminin qui se serait mal incarnée sur Terre, une idée qui viendrait qui serait une idée dans le ciel des idées, et qui en chutant sur Terre serait tombée sur un mauvais corps et serait mal incarnée. Ce qui, du même coup, quand même, démolit complètement, précisément, ce que la théorie du genre ou ce que la pensée du genre peut avoir en effet de moderne, ou en tout cas de déstabilisant, mais qui rétablit complètement l'idée du vrai sexe. Dont on parle. Donc, mais quoi qu'il en soit, ce qui m'a frappé, c'était que le caractère visuel du film n'était absolument pas pris en compte. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas du tout, dans les commentaires de critiques de cinéma, de critiques de télévision, ou d'intellectuels ou d'universitaires, quelque chose comme une analyse
sémiologique de l'image. Oui. Or, ce qui m'a frappé, c'était de la part, là je parlais des critiques de télévision qui ne sont pas forcément à même de le faire, mais bon, soit, mais en tout cas, de la part d'intellectuels, d'universitaires qui, eux, ont été formés ou en tout cas ont cette culture-là, n'ont absolument pas mobilisé pour leur analyse du film, qui était le plus souvent pas une analyse, qui était simplement de reproduire, au fond, le discours tenu par la mère et par le fils-fille, donc qui évitait tout à fait cette confrontation à l'image. Et c'est pour ça que je reviens un petit peu au point de départ de notre débat. Il me semble que s'il y a bien un lieu de trouble dans le genre, il n'est, à mon avis, le seul lieu de trouble, c'est l'image. C'est-à-dire que c'est dans l'image du corps et dans sa représentation, que ce soit celle du miroir, que ce soit celle de la photographie, du film ou de tout autre espace de visualisation, il me semble que le trouble dans le genre n'est ni social, ni comment de type je dirais ni sous la forme d'énoncés verbaux qui ne changent, qui au fond ne sont pas en mesure de faire bouger quoi que ce soit. Il me semble que le lieu réellement où ça bouge, il y a quelque chose comme un trouble, parce que le trouble suppose en effet un mouvement, une modification, suppose un dynamisme. Alors j'emploie le mot réel, qui n'est peut-être pas le bon mot, en tout cas, un dynamisme en tout cas de la chose. Eh bien, il me semble que seule l'image est en mesure de recueillir cela. Alors justement, quand vous dites ça, il est clair que vous avez cité Lacan tout à l'heure, et effectivement, chez Lacan, la fonction de l'image du corps est centrale par le stade du miroir et les développements qu'il en a fait. Exactement. Néanmoins, il attrape le corps aussi par la question de la pulsion et des lieux de la pulsion. Et dans son dernier enseignement, finalement, le corps reste toujours quelque chose d'extérieur au sujet. On l'a, on ne l'est pas. Et là, c'est très intéressant puisque du coup, il reste d'une certaine façon extérieur au symbolique, impossible à nommer comme tel. Et chacun, dans sa singularité, tente d'inventer quelque chose pour faire avec ce corps qu'il trimballe. Lacan a tout un développement sur on l'a, l'on l'air, l'on l'a, c'est-à-dire on l'a et on le trimballe avec nous. Et alors je trouve intéressant parce que vous avez tout un passage dans le livre sur la façon dont Foucault aborde l'hermaphrodite, par exemple, mais pas que Foucault, mais vous déployez ça. Et alors, justement, il me semble que là, on a l'idée, non pas du corps uniquement image, mais de corps biologique pris dans la dimension de l'intersexe, puisque c'est le nom que l'on donne à cela aujourd'hui. Et on voit qu'un certain nombre de paradoxes surgissent aujourd'hui du fait de cette opposition entre l'image d'un corps tel qu'elle doit se représenter et le corps biologique comme tel, paradoxe qui fait surgir des disjonctions, là encore on pourrait retrouver le terme de dissociation, entre finalement L, G, B, qui désignent plutôt des modes de jouir, des choix, et puis le I et le T, qui désignent plutôt un rapport au corps propre du sujet comme tel. Et vous avez ajouté même quelque chose que j'ai trouvé très important, un autre paradoxe, le paradoxe des féministes qui ne sont pas les néo-féministes, qui sont assimilés à quelque chose comme TERF, je donne la définition, Trans-Exclusionary Radical Feminist, et qui, elles, considèrent le corps féminin, biologique, naturel, comme ne pouvant être assimilé au corps féminin trans. Et donc, on s'aperçoit que là, le corps biologique et naturel fait retour dans le réel, ne peut pas être pris en charge par l'image et par le symbolique directement. Et là, vous avez toute une description, notamment Foucault, sur la question du corps fini, et du corps comme finitude. Vous avez un passage sur ça. Et donc, vous repérez ce double mouvement. D'un côté, le corps qui change, les conséquences, et puis il y a l'acte purement déclaratif, trans, je suis une femme, qui vient avec sa barbe et tout ça, où l'image n'intervient pas, la mascarade, le semblant n'intervient pas pour dire
ce que serait l'être femme à ce moment-là. Et donc là, ça fait surgir de multiples paradoxes tout à fait saisissants. Et vous avez un développement très enseignant pour nous. Voilà. Alors, c'est tout. Alors, voilà. Ce qui me frappe, c'est que c'est toujours plus compliqué que ça. Voilà. C'est-à-dire que il faut se méfier au fond peut-être de des manichéismes qui sont créés. Or, le phénomène trans produit en effet un manichéisme très puissant par l'opposition qui est créée entre les trans et je dirais les straight voilà tout ce qui n'est pas trans. À l'intérieur du monde trans, je pense qu'il y a beaucoup d'éléments qui viennent perturber ça. Alors l'exemple plus frappant, c'est peut-être le cas de Preciado qui est inscrit parce que il a une position particulière dans l'espace trans. À la fois, il reprend la doxa trans de manière assez sans la contester, avec le côté militant, le côté défense des droits, etc. Et en même temps, son itinéraire personnel est à mon avis un petit peu en écart par rapport à ça, précisément par l'image. C'est-à-dire, c'est quelqu'un moi, ce qui m'intéresse chez lui, c'est son image. C'est-à-dire, c'est le travail qu'il fait sur son corps, qui d'ailleurs n'est pas loin en fait de ce qu'était le body art à une certaine époque. Orlan, le travail d'Orlan, par exemple. Voilà, et ou de Verouchka, voilà, dont je parle. Donc, il y a un côté. Alors, il est, je crois, d'origine espagnole. Il y a sans doute là aussi, peut-être, à introduire dans le phénomène apparemment global et massif du trans, tout un tas d'éléments de particularisme culturel, et notamment tout ce qui se passe en Amérique du Sud, où la question trans, sans doute aujourd'hui, est recouverte sans doute en partie par le discours trans universel, et voilà, mais qui contient des particularismes très très profonds, liés aussi bien à des problèmes économiques, sociaux, qui font que le trans est aussi, dans ces pays-là, la victime d'une normativité par rapport à l'homosexualité qui oblige les jeunes garçons devenus des favelas et des bidonvilles, en effet, à devenir des trans pour permettre à l'échange homosexuel d'avoir lieu avec un simulacre féminin. Ça, c'est important. Ce que vous dites là, c'est-à-dire qu'on fabrique de l'hétérosexualité avec le phénomène trans. Absolument. Et alors, ça, c'est un phénomène qui m'intéresse beaucoup, parce que le phénomène trans qui se donne comme un fait social, oublie complètement le réel mondial de ce fait social, et qui prend des formes en effet tout à fait terribles. Et je citais donc ce cas de ces jeunes garçons qui où le trans est une manière au fond de refouler l'homosexualité et de l'intégrer à la norme, hein. C'est-à-dire de permettre au fond à des consommateurs de jeunes garçons de pratiquer cette consommation, mais où la transsexualité, ou le trans, rend la chose acceptable, et ça inscrit dans les normes. Là, pour le coup, je dirais pas patriarcal, parce que peut-être qu'on y parlera sur le patriarcal, qui est un mot, à la vie, le plus mal usé qui soit aujourd'hui, en tout cas, qui est inscrit dans les normes. Donc, du coup, la question du corps, elle est, je pense, elle est constamment refoulée en réalité par le discours. Et donc, je pense que le meilleur moyen, si vous voulez, de penser la question trans et son rapport au corps, ça serait de faire revenir le corps le plus possible contre les énoncés, et voir dans les énoncés, dans le discours, qui est un discours hyper formaté, le discours trans qui repose sur des énoncés qui reviennent de manière systématique, comme celui que j'ai énoncé à propos de petite fille, hein, je suis une petite fille dans un corps de garçon, où c'est énoncé extraordinairement rodé et tout à fait stéréotypé, mais il n'y a pas que celui-là, il y en a vraiment beaucoup, y compris par cette multiplication des acronymes, comme TERF, comme manière
de stigmatiser, de rejeter, de nommer. Il y a toute une technologie de la parole propre, je dirais, alors qui n'est pas seulement trans, qui est aussi présent chez les genders, mais en tout cas qui prend chez les trans une extraordinaire puissance. Et à mon avis, la seule manière peut-être de penser, pas forcément de contester ou de critiquer, mais de penser simplement ce processus-là, c'est de faire revenir les images. Et dans leur singularité, ou dans leur caractère aussi parfois massif, mais en tout cas dans ce qui résiste justement à une forme de domestication par du langage, de ce qu'il y a, comme vous le dites, en effet, chez Lacan, d'inachevable ou d'inintégrable du corps à l'ordre symbolique ou à l'ordre social. Alors justement, vous évoquez la question du langage, Oui. et ce que j'ai beaucoup apprécié dans votre livre, c'est la réflexion aussi sur la question du langage, notamment l'introduction du performatif, Austin, etc., et qui mène à un moment donné... Alors tout à l'heure, j'ai été frappé par l'expression le refus de l'interprétation. Oui. Je crois qu'on appréciera, les gens qui regarderont cette vidéo apprécieront cette formule, puisque on a pu l'évoquer nous-mêmes dans notre champ, cette question du refus de l'interprétation. Et ça vous mène, cette réflexion sur le langage et le sexe, dans son rapport au sexe, à un moment donné, à dire que le trans, au fond, vise à dissoudre toutes les déterminations sémantiques. Vous évoquez ça. Ce qui n'est peut-être pas le cas dans les gender studies, je ne sais pas. Il y a là un rapport avec votre formule, le refus de l'interprétation, je trouve, consonne aussi avec la destruction, disons, de dissoudre toutes les déterminations sémantiques. Voilà. Alors j'étudie en fait, comme dans beaucoup de pages du livre, des processus d'itinéraire d'insignifiant. Oui. Et en effet, le point de départ, c'est le terme transsexuel qui est apparu, disons, je n'aurais pas donné de date, mais en tout cas qui émerge, qui déploie au XXe siècle, notamment la seconde partie. Puis on passe à transgenre, parce que le transsexuel dans les années 60, et il y a tout un travail d'ailleurs assez étonnant de cette communauté pour que les institutions intègrent leurs revendications. Tout à fait. C'est ça qui me frappe aussi beaucoup, c'est-à-dire que là aussi il faut que leur discours, que leur personne, leurs revendications soient socialisées immédiatement, sans prendre le temps finalement de vivre ça dans leur marge. Voilà. Aussitôt, il faut qu'elle s'inscrive. Il n'y a pas du tout, par exemple, le plaisir. Au fond, on pourrait imaginer ça, un plaisir d'être, d'une sorte d'être à part, le plaisir de la transgression et de la marge. Voilà, exactement. Tout cela, soulignait Foucault d'ailleurs. Voilà, tout cela n'est absolument pas du tout imaginé même. Il y a un désir immédiatement que l'institution soit... Et donc le mot transgenre, très tôt, a été intégré par l'OMS comme le terme qui devait se substituer au transsexuel, qui était un terme qu'il fallait absolument bannir. Il y a tout un travail donc auprès de l'institution, de lobby, apparemment qui sont très puissants et qui ont une démarche rhétorique très forte. Mais le troisième avatar, c'est trans. Et donc, en effet, dans le mot trans, je vois quelque chose par où c'est vraiment un signifiant, et tout le livre est d'ailleurs basé sur l'idée que, en effet, nos comportements, nos perceptions, nos savoirs sont guidés par l'émergence brusque d'un signifiant qui vient tout d'un coup mobiliser nos intensités, nos visions du monde, et de manière très rapide et d'une efficacité, pour le coup, performative, auquel on pourra revenir si vous voulez. Mais en tout cas, en effet, il me semble que le signifiant trans, dans sa brièveté, dans son universalité, dans son caractère translangue en quelque sorte, dans ses translations qu'il opère, va dans ce sens-là, non seulement donc d'une désémantisation
de ce qui est véhiculé, mais aussi, sans doute, dans le sens de ce refus de l'interprétation qui est déjoué, évidemment, par le caractère opaque et puissant du signifiant. Ça, c'est intéressant aussi parce que ça nous fait peut-être un tout petit peu sortir, mais finalement, est-ce que c'est un lobby puissant ou est-ce que le signifiant même, comme vous le dites là, qui est translinguistique, qui passe partout, n'est pas venu comme un alléluia, si je puis dire, c'est-à-dire tout d'un coup nommer ce qui de toujours fait énigme, c'est-à-dire le sexuel, le corps, les enjeux de représentation, parce que ça semble accepté très 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 facilement, voilà. Et toute personne qui veut juste, comme nous le faisons aujourd'hui, poser des questions, approfondir, travailler comme vous l'avez fait, quand même, est très vite disqualifié. Et on ne peut pas interroger, là c'est comme un énoncé massif, solide, impossible à entamer, alors que de la conversation pourrait surgir sans doute quelque chose, or il ne peut pas y avoir conversation. C'est tout à fait, voilà, ça c'est vraiment très, vous nommez très bien les choses. Alors, ce qui m'intéressait, c'est qu'au fond, comment que ça se passe aussi concrètement, comment tout cela, quels sont les réseaux. Il me semble qu'il y a là des alliances qui s'opèrent, entre, précisément parce que tous ces mouvements-là viennent quand même de champs intellectuels, universitaires. Ça vient pas de nulle part. Hein. L'idée, comme le gender d'ailleurs, ça vient de l'université. Ouais. Ça vient de voilà. Donc il y a ce point de départ et comment donc ça opère? Qu'est-ce qui s'est passé? Il me semblait peut-être voir là-dedans comme une espèce pas de preuve, mais en tout cas d'illustration, au fond, de l'alliance entre la théorie ou entre la pensée et l'idéologie, en quelque sorte. Comme une forme d'extraordinaire... parce que nous qui sommes des intellectuels, entre guillemets, enfin qui travaillons dans l'espace de la pensée, on a une espèce de narcissisme spontané qui est lié à notre fonction sociale, de se croire précisément dans un rapport à l'écart du monde, enfin contre le monde, les valeurs du monde, le sens commun ne peut pas être le nôtre. Toute pensée qui se construit dans nos espaces va spontanément dans l'idée d'opposition au sens commun. Or, il y a quelque chose d'illusoire là-dedans, bien sûr, mais cette illusion éclate avec quelque chose qui nous stupéfie, en effet, qui est le trans, qui est en principe, qui vient des mêmes lieux, qui sont des lieux donc en principe de contestation, devient le sens commun si rapidement, avec autant de force. Et ça nous intéresse d'ailleurs de savoir à ce moment-là ce que veut dire le sens commun, parce que c'est pas pour autant le sens partagé. En effet, l'idée de trans, faut quand même le souligner, à la fois règne dans les instances de pouvoir, les grandes entreprises, les multinationales, les institutions médicales mondiales, tout ce qui est tout ce qui relève, je dirais, des grandes. Mais il y a plein d'espaces où de résistance est très violente et régressive et d'ailleurs haineuse, tout ça. Donc, mais néanmoins, mais en même temps, malgré cela, en effet, il y a cette évidence qui ne supporte pas le discours, le regard, la conversation qui est troublante. Alors, je voyais aussi peut-être, et ce sera peut-être ma dernier point, dans cette alliance entre théorie et idéologie, un lieu très sensible d'interpénétration des deux, qui est la sociologie. Oui. La sociologie, moi j'ai été frappé une chose, puisque vous avez cité le fait que j'avais publié les œuvres complètes de Roland Barthes, du fait que Barthes, quand il construit la sémiologie, qui pourrait être une forme de sociologie
du symbolique, hein, eh bien, très vite, et c'était la naissance, je dirais, de la société moderne, a été sollicité par Publicis et par des grandes entreprises de publicité pour leur fournir, au fond, ce que, sur le plan théorique, il avait réussi à extraire d'une lecture de la publicité. Et donc, il y a eu tout un... Pour moi, c'était un exemple très simple, mais très très fort, d'une chose qui, en revanche, aux États-Unis, est complètement là réalisée, et qui, en France aussi, se réalise. Ce que les sociologues n'aiment pas beaucoup qu'on sache, mais c'est que les entreprises leur demandent des prestations comme ça pour leur DRH. Le seul secteur de l'université qui est réellement complètement inclus par les grandes entreprises, c'est les sociologues. On ne fait pas appel à un prof de... Les études de marché sont des études sociologiques. Tout à fait. Bernard Catla, chez Havas, était sociologue. Par contre, on ne demande pas ça ni à un spécialiste de l'histoire de l'art, ni à un spécialiste de la poésie de Ronsard. Non, on demande ça aux sociologues. Et donc, il y a là un espace d'interpénétration entre des lieux de pouvoir qui sont les grandes entreprises nationales et multinationales et les instances de décision et les lieux de savoir. Et les lieux de savoir. Et donc juste voilà, c'est très important ce que vous rappelez. Très important. Disons que la question trans s'est construite, disons, à partir des universités et de l'interpénétration, là, particulièrement en sociologie, parce que ça permet de distinguer ce qui relève de ces constructions dans ces lieux-là, de distinguer ça des nouveaux désirs qui peuvent émerger chez les sujets. Je prends par exemple, le mariage pour tous il y a quelques années, où la chose n'avait pas été construite. Elle émanait vraiment de là, il y avait et donc ça permet bien de distinguer. Ça vraiment, tout à fait. Je trouve ça très éclairant. C'est très important. Et je parlais tout à l'heure de technologie de la parole, hein, qui est propre précisément au gender et aux trans, c'est-à-dire une capacité à produire des nominations de pratiques. Eh bien, cette technologie de la parole, elle est aussi parfaitement homogène avec le discours publicitaire. Il y a une totale adéquation entre les idiomes produits par les genders et par les trans, qui sont extraordinairement efficaces, d'une très grande puissance de nomination, et qui sont pris dans une idéologie, et c'est l'autre aspect que j'aurais bien développé, une idéologie du développement personnel, du self-making, etc. Exactement. Par exemple, là récemment, je voyais qu'est apparu, parlons vraiment de cela, de cette technologie de la parole, de produit, une notion de bottom power, qui est le moyen pour les homosexuels passifs d'empouvoirer. Empowerment. Oui, je prends la traduction française. Empouvoirer leur passivité. C'est-à-dire que le passif, c'est un problème très important, hein, cette idée que pose la question d'être homosexuel passif. Et qu'on lise Genet, qu'on lise les grands qui ont... Bon. Bien, le bottom power, tout d'un coup, vient donner, par ce merveilleuse alliance de mots, bottom power, formidable. On a deux signifiants. L'un, bottom, auquel on pourrait retrouver des origines shakespeariennes avec bottom du son de l'humidité. Enfin bon, ça c'est une parenthèse, mais bottom qui est le cul, quoi, qui a quelque chose de... Et power, qui est le mot miracle, power, qui est le mot miracle précisément, tout à la fois des grandes entreprises et au fond de ce qui est sous-jacent au discours des genders et des trans, au fond, cette idée justement de ce développement individuel. Et ça a été aussi un des fils de mon livre. Tout à fait. C'est de découvrir, parce que c'est pas une découverte, je dirais, monumentale, mais quand même. Si, elle m'a beaucoup
impressionné parce que tout cela était complètement mis de côté, une sorte d'alliance entre le discours des genders et puis le discours, je dirais, du management, du développement personnel, du marketing, comportementaliste. Dans le comportementalisme est en quelque sorte l'infrastructure conceptuelle, imaginaire, idéologique commune. Et donc il y a quelque chose qui répond un petit peu peut-être à votre question sur cette soudaine promotion du mot trans comme une sorte de signifiant devenu inanalysable, indiscutable, à l'égard de toute conversation et à l'égard de toute par ces processus finalement d'émergence qui sont d'émergence dont il faudrait analyser plus finement que je le fais, parce que ça demanderait des enquêtes réelles sur les qui fait quoi, par où ça passe. Mais on ne peut pas ne pas être surpris, par exemple, que des grandes entreprises d'hygiène, par exemple, mais qui sont des multinationales absolument faramineuses dans leur puissance, eh bien, aient obéi aux injonctions trans qu'il n'y ait pas de signe du sexe féminin sur les produits d'hygiène polyréelles féminines, alors que ça, c'est quand même étonnant, quoi. D'où vient cette obéissance? Et parce que il me semble que il y a une sorte de fascination réciproque autour de ce que j'appelle donc cette technologie de la parole, cette capacité de la parole, je dirais, à cette efficacité, à cette performativité, et qui au fond, qui relève donc en effet de la pensée à la fois comportementaliste, mais aussi qui s'inscrit dans un mercantilisme généralisé et qui au fond ne gêne pas du tout pourtant le discours donc de cette mouvance-là, qui pourtant se donne des airs de gauchisme ou de critique. Il y a à côté de cela une sorte d'évidence de la réussite, de cet empouvoirment, de cet empowerment, de tout cela qui nous, alors on retrouve qui nous, évidemment, nous Européens romantiques et obsédés par l'échec, nous voyons comme une sorte de catastrophe culturelle monstrueuse. Mais c'est important parce que ça nous amène à une dernière question. On pourrait discuter toute la journée, hein, mais néanmoins, je trouve intéressant de voir que ce à quoi nous nous livrons, et nous essayons de nous livrer, c'est une interprétation non pas des trans, bien sûr, parce que chacun dans sa singularité est confronté à ce qui, dans son propre corps, dans son propre vécu, fait énigme, et à une réponse qu'il se donne. Et donc ça, au cas par cas, psychanalystes et d'autres, mais les psychanalystes peuvent tout à fait entendre et accompagner. Nous sommes là au travail, comme vous l'avez fait, c'est un travail, c'est une somme, c'est un travail d'analyse de la structure de discours, de la structure de langage qui véhicule une idée, une idéologie parfois, un discours militant. Cette analyse-là, on ne peut pas ne pas la faire parce que c'est fondamental d'analyser les discours qui traversent une société parce que, et là on va retrouver Foucault, d'autres, ce sont des discours de pouvoir. Et donc, si on ne les analyse pas, alors on laisse passer un discours de pouvoir. Donc, ce que nous essayons de faire, c'est d'analyser les discours. Et ça m'amène à une dernière question, mais vous pouvez revenir sur ce commentaire si vous le souhaitez, bien sûr. Hein. Vous avez ce moment que je trouve très important, où vous faites valoir comme ça, très rapidement, que Butler est passé à autre chose. Et qu'elle-même, aujourd'hui, que les gender studies, elle est passée à autre chose. Je vous cite, hein, elle reproche, elle critique le fait d'avoir fait du gender un site d'identification prioritaire aux dépens. Et là, on voit le woke, c'est-à-dire on voit l'intersectionnalité surgir de la race, de la sexualité, de la classe
ou du positionnement, déplacement géopolitique. On parle de géopolitique, c'est-à-dire que tout d'un coup, si on n'analyse pas le discours woke, si on n'analyse pas ces discours-là, ce sont des discours de pouvoir, et donc on manque à notre place aussi d'intellectuels, enfin en tout cas de personnes qui se mettons au travail d'analyser ça. Alors dans cette phrase, vous faites référence à Spivak, Gayatri Spivak, qui est une universitaire américaine, qui a obtenu la plus grande distinction qu'une universitaire américaine puisse obtenir, qui est spécialiste des études postcoloniales, et qui quand même déclare, et je trouve ça très important, parce que nous parlons de discours, d'analyse des discours, de superstructure, et qui quand même déclare, c'est dans le Columbian Spectator, en octobre 2018, elle incite les étudiants, elle demande aux étudiants de se méfier de la démocratie, en tant que la démocratie opère une double contrainte sur eux, à la fois en essayant de les ranger sous une idée, et donc les éloignerait, alors c'est comme ça que je l'ai traduit, mais vous me direz, de l'individu en tant que ce qu'ils sont à l'intérieur. Alors je trouve que c'est un discours dont il faut quand même porter l'interprétation, parce que c'est un discours qui demande à ce... On ne peut pas du tout la soupçonner de quelconque idée antidémocratique. Néanmoins, c'est un discours qui met en cause la démocratie. Alors, le cas de Spivak est très intéressant. C'est quelqu'un qui d'abord a été quand même très lié à Derrida. Tout à fait. Qui est la traductrice, je crois, de la grammatologie de Derrida aux États-Unis, et qui donc, comme Butler, comme Gail Rubin, comme tant d'autres, a fait, avant d'intervenir de manière plus personnelle, a fait ce que j'ai appelé le transfert et le contre-transfert, c'est-à-dire donc transfert culturel en allant en Europe chercher le trésor de la théorie, mais pour précisément y opérer un contre-transfert en déthéorisant la théorie et précisément en voyant dans la théorie qui a été un lieu de fascination extrême aux États-Unis dans les années 70-80, en déthéorisant la théorie et en finalement en la rejetant au bout du compte. Et donc Spivak est intéressante parce que elle est quand même, elle ne peut pas s'empêcher d'avoir une sorte de nostalgie pour l'intelligence profonde qu'il y avait là-dedans. Et en même temps, il faut absolument s'en détacher. D'où, alors des énoncés que vous venez d'indiquer, l'autre énoncé à quel on pourrait associer cet énoncé, c'est l'idée qu'au fond que la subjectivité est un concept occidental qui ne peut pas convenir en quelque sorte aux peuples, aux populations du tiers-monde, aux populations qui sont précisément démunies par rapport à ça, et qu'il y a quelque chose qui est inconvenant dans le concept de subjectivité par rapport à ça. Et évidemment, à mes yeux, subjectivité et démocratie sont des couples absolument indissociables. On pourrait dire que sans le cogito cartésien, voilà, il n'y a pas de démocratie parce qu'il y a un support, je dirais, subjectif à la démocratie et à l'égalité, puisqu'au fond, voilà, le cogito cartésien, c'est aussi pas seulement le support à la démocratie, mais c'est l'ontologie de toute égalité possible entre les individus. Voilà. Donc, il me semble que là, il y a quelque chose de troublant, de problématique, parce qu'à la fois cette critique de la démocratie, cette critique de la subjectivité, n'est pas non plus complètement étrangère à ce que la modernité a pu produire de son côté comme déconstruction. Et c'est là que perd peut-être les phénomènes de... Alors je dirais pas de quiproquo, parce que malentendu, c'est des mots idiots, mais en tout cas de déformation, de défiguration, des transferts de théorie de l'Europe vers les États-Unis, mais il faut pas croire que Spivak, en disant ça, le fait de manière sauvage. C'est ça. Elle le fait aussi à partir de cette espèce d'imbroglio culturel qu'ont été les années de translation
traduction, de transfert. Ce qui est étonnant maintenant, c'est dans ce renversement final où la démocratie ou la subjectivité, ce qu'évidemment Derrida n'aurait jamais assumé, hein, bien sûr, mais ce qu'il y a ici de troublant et de problématique, c'est c'est que nous on sent tout de suite le danger, quoi. On sent tout de suite, au fond, on flaire, hein, comme ça immédiatement quelque chose qui est pas seulement dérangeant intellectuellement, parce qu'on est habitué nous à être dérangés, et la modernité française et européenne a suffisamment été loin dans tous les dérangements possibles pour ne pas ressentir ça comme un choc culturel. À la limite, c'est ce que dit ici Spivak est banal sur le plan, je dirais, d'un caractère éventuellement explosif du propos, non. Mais on perd tout de suite ce qu'il y a d'empoisonné là-dedans, d'empoisonné dans les sous-entendus. Par exemple, l'idée, alors, ce que vous dites sur la démocratie, donc, pour ce qui est des populations, alors qui apparaissent tout d'un coup comme des populations indigènes, enfin, comme une sorte ce qu'il y a d'insultant presque pour l'humanité dans ce propos. Et là-dessus, je suis quand même très troublé aussi, y compris par les défections de Butler, parce que Butler est dans des positions, alors sa position stratégique, c'est une position un peu toujours centriste, de ménager la chèvre et le chou, par rapport à ce type d'énoncé, par exemple. À la fois, elle peut pas évidemment le rejeter, parce que ça créerait des dissensions qu'elle ne veut pas au sein du courant dont elle est plus ou moins l'une des prophétesses, en tout cas l'une des incarnations, mais en même temps, évidemment, elle ne peut pas non plus assumer cela. Et donc son discours par rapport à ça, c'est d'imaginer des traductions possibles de la traduction, c'est-à-dire d'imaginer au fond que si le concept de subjectivité ou de démocratie est intraduisible pour les populations non occidentales, eh bien on peut imaginer qu'il y ait un recours ultime qui vienne sauver cette impossibilité de traduction. Mais ça reste évidemment des sauvetages, et pour si vous voulez répondre complètement à votre propos, moi, ce qui me frappe, c'est que l'impasse du gender, elle est extrêmement rapide. C'est 2 ans après avoir publié Gender Trouble que Butler énonce ce que vous avez cité, à savoir le regret que ça ait pris autant de place. Que le gender a pris de place, et qu'au fond, peut-être que la race est une sorte de division beaucoup plus importante et centrale que ne pourrait l'être le sexe, dont il apparaît à ses yeux qu'au fond, c'est une manière pour la whiteness, pour la blanchité, d'imposer son pouvoir. Qu'au fond, en faisant la question sexuelle, la question féministe par exemple, une question centrale, eh bien, c'est ses yeux une forme d'alibi par où le monde blanc parvient à masquer une opposition beaucoup plus forte à ses yeux tout d'un coup que la domination masculine, et qu'au fond les féministes occidentales sont complices de ce processus par où le féminisme pourrait être éventuellement un alibi idéologique, théorique, un alibi théorique de l'idéologie dominante occidentale visant à effacer d'autres oppositions plus essentielles, dont celle de la race. On voit quand même que tout cela est très confus, pas très confus, très ambigu. Et surtout, ce qui est étonnant, c'est que si vite le gender ait pris ce coup-là, et soit donc en quelque sorte déstabilisé. Et il me semble que le phénomène trans ne fait qu'achever, au fond, quelque chose qui est peut-être déjà une histoire passée,
comme si au fond, et d'ailleurs ce livre peut-être n'a pu être écrit que parce que l'histoire du genre était déjà quelque chose de mort. Eh ben, écoutez, on va s'arrêter là. Un immense merci, Éric Marty, de nous aider à interpréter ces discours, discours de pouvoir dont nous avons besoin de les interpréter aujourd'hui. Merci à vous. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci, Éric.